un diplomate, un panafricain, je dirais même un panafricaniste, un expert en gouvernance et relations internationales. Il va tout de suite nous faire le plaisir de nous adresser quelques mots sous vos ovations, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Cheikh Tidiane Gadio. Assalamu alaikum mbokk yi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam bandiraɓe on calminama on juurama on jettama en principe avec mon ami Coly Sall on avait convenu d'un keynote speech. Alors keynote speech c'est vraiment un discours en profondeur mais tenant compte des contraintes de temps je vais pas faire un keynote speech, donc je vais faire un résumé, parler juste de quelques thèmes très rapidement. Peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois d'aller plus dans les détails. Le sujet que nous avons aujourd'hui est un sujet extrêmement important, mais c'est aussi un sujet très grave. Très très grave, parce que le futur de l'Afrique, le présent de l'Afrique, le destin de l'Afrique se joue avec sa jeunesse. Et malheureusement, je crois que dans beaucoup de pays d'Afrique, nous n'avons pas eu ce que j'appelle une conversation nationale sur la question de la jeunesse. Globalement, j'estime que sur la question de la jeunesse, il y a un immense gâchis en Afrique. Tous les pays du monde sont en train de vivre une crise de la jeunesse. L'Europe, l'Asie, l'Amérique. Simplement, ces pays n'ont plus de jeunesse quasiment, parce que la population dépérit d'un certain point de vue. Il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui est un continent jeune, très jeune, et qui continue d'être jeune. Hier, je suis rentré d'un forum de 3-4 jours à N'Djamena, au Tchad, un forum Youth Connect Sahel. C'est pour rassembler presque 400 ou 500 jeunes du Sahel pour parler de la grave crise du Sahel et voir un peu leurs perspectives et leurs propositions. On apprend deux choses importantes. Beaucoup de jeunes ont dit, voilà quasiment des années où je n'ai parlé que de sécurité et de terrorisme. Et je suis heureux aujourd'hui de parler de la vie et non pas de la mort et de la souffrance. Ces jeunes, par leur capacité d'innovation, par les propositions qu'ils ont présentées dans ce forum, ont prouvé que la jeunesse africaine est par nature innovante. C'est une jeunesse qui, devant les défis, fait preuve d'une immense résilience. J'ai noté beaucoup de propositions. Alors, je leur ai demandé, comme c'était un forum des jeunes, pourquoi ils ont insisté pour que je vienne. Parce que c'était la 3e fois qu'on m'invite dans des forums de jeunes. Alors je dis, mais les jeunes Africains, ils me prennent pour un jeune ou ils font semblant? Mais c'est dans un forum au Maroc qui s'appelait Youth Employment Summit. C'est un sommet des jeunes pour discuter des problèmes des jeunes et des problèmes d'emploi. C'est là où j'ai trouvé la réponse. Quelqu'un m'a soufflé que j'avais ma place dans ces forums parce que je suis un ancien jeune. Et les jeunes d'aujourd'hui ont besoin des anciens jeunes. C'est ce qu'on appelle la transition générationnelle. Vous avez votre force, votre énergie. Nous avons notre expérience, notre passé, nos réussites et nos échecs. J'ai une préoccupation par contre quand je parle aux jeunes. Je le dis souvent que dans la gouvernance en Afrique, en général, jusque-là, il y a des pays qui font des progrès, il faut le reconnaître. Mais la gouvernance en Afrique n'est pas inclusive concernant les jeunes. Quand vous voyez un gouvernement de 40 ministres, avec un ministre de la jeunesse qui est jeune, tout le reste c'est des 3e, 4e, 5e âge.
Je le dis, ça pose problème parce que si les statistiques sont vraies, ça veut dire que ce jeune ministre ou cette jeune ministre de la jeunesse représente 60 ou 70% de la population. Tous les autres ministres représentent 30% de la population. C'est totalement déséquilibré. Alors moi, j'avais un ami chef d'État à qui j'avais donné ce conseil il y a peut-être 4-5 ans. Quand il a nommé 7 ou 8 ministres dans son gouvernement, d'abord il m'a dit qu'il n'a jamais réfléchi sur cette question, sous ce rapport. Et qu'effectivement, il a intérêt à rééquilibrer un peu les choses. Et donc, il a nommé 7 ou 8 ministres dans le gouvernement suivant. Et quand je l'ai revu, il me dit, mais mon gouvernement maintenant est un gouvernement turbo. Turbo. Il me dit, en Conseil des ministres, quand je demande à beaucoup de ministres de me ramener des notes, des rapports dans les 24 heures, 48 heures, il dit, les ministres un peu fatigués, qui ont 3 femmes, beaucoup de problèmes, ils ramènent le rapport une semaine avec des explications. Il dit les jeunes le ramènent le jour même. Le jour même, ils vont. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent relever le défi. Je lui dis, les jeunes aiment relever les défis parce qu'ils ont vécu des moments difficiles dans ce monde où ils ont compris que pour être meilleur pour être normal, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Et donc, ils sont extrêmement compétitifs, pleins d'énergie, pleins d'idées. Ils en veulent. Et donc, quand un chef d'État leur demande un rapport et leur donne 2 ou 3 jours, ils prennent un jour, ils viennent lui rendre le rapport. Et ça prouve que l'Afrique a besoin d'être inclusive par rapport à sa jeunesse. Il nous faut des gouvernements où il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Deuxième point maintenant, est lié au premier. L'Afrique n'est pas inclusive par le traitement des femmes. Totalement inacceptable. Traitement des femmes, totalement inacceptable de plusieurs points de vue. Les femmes africaines, je ne connais peut-être pas les femmes des autres continents, mais les femmes africaines, elles ont tout fait pour ce continent. Nous leur devons tout. Nous leur devons tout. Alors, quand vous entendez un homme africain vous dire « ma mère est le centre de ma vie », je dis c'est très bien, mais votre mère, c'est comme la mère, votre femme qui est la mère de vos enfants. Il faut la traiter de la même manière, avec le même respect. C'est pour ça qu'au plan simplement social, les mauvais traitements infligés aux femmes et aux jeunes filles, la violence, de plus en plus, je sacrifie les autres points de mes discours pour insister sur ces questions, parce que si l'Afrique ne règle pas la question de la jeunesse, l'inclusion, la question de la place des femmes dans nos sociétés et le respect qui leur est dû, l'Afrique n'ira nulle part. C'est très important. Il faut changer les mentalités de ce point de vue. La violence contre les femmes est abjecte, elle est inacceptable, elle est injustifiable et surtout elle est indigne de l'Afrique, parce que les Africains ne sont pas comme ça. Et aujourd'hui, les femmes sont d'un niveau de formation qui dépasse de beaucoup les hommes, parce qu'on les a tellement retenues, bloquées, que quand elles ont l'opportunité d'étudier, elles cherchent l'excellence, elles cherchent la compétence. Moi, toutes les amies femmes que j'ai dans des domaines très, très étriqués, très compliqués, je trouve qu'elles sont 10 fois plus compétentes que les autres. Je ne dis pas les hommes, les autres. L'autre point, c'est le type de discours que nous devons adresser à notre jeunesse. Depuis 2 ans, j'essaie un exercice extrêmement difficile, qui est de déranger le paradigme dominant qui dit que la jeunesse, c'est l'avenir de nos pays, c'est l'avenir du monde. J'essaie de dire que c'est faux. Alors les gens me regardent avec de gros yeux, parce que je leur dis, la jeunesse, c'est le présent. Notre jeunesse, celle qui va bâtir le Sénégal et l'Afrique, c'est cette jeunesse-là, c'est maintenant. On ne peut pas lui donner rendez-vous dans 20 ans. On ne peut pas donner rendez-vous à la jeunesse dans 20 ans en disant que vous êtes l'avenir. Quel avenir? Si vous n'avez pas de présent, comment vous pouvez avoir un avenir? Si vous n'êtes pas pris en charge dans votre société, ici et maintenant, comment vous pouvez l'être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Ça n'a pas tellement de sens. Il faut renverser ce paradigme. Il faut reconnaître à la jeunesse africaine
quel est le présent de l'Afrique, précisément parce que tous les défis de l'Afrique sont concentrés dans cette jeunesse. Et je dis une chose, la question de la confiance. Il faut d'abord faire confiance à la jeunesse. Pour ceux qui les ont fréquentés, qui ont parlé avec eux, et surtout qui les ont écoutés. Moi, quand je reçois des jeunes, je peux rester assis pendant 1 heure, 2 heures à les écouter sans prendre la parole. Ce que beaucoup ne font pas, parce qu'il faut les écouter. C'est dans l'écoute des jeunes que les adultes aussi, les anciens, disons, apprennent beaucoup plus. Parce que ces jeunes-là, à force de passer 24 heures sur 24 sur leurs problèmes, ils ont souvent les solutions des problèmes de nos pays. De leurs problèmes en tant qu'être humain, mais des problèmes de nos pays. Voyez quand les jeunes sont entrepreneurs, comment ils sont innovants, comment ils sont créatifs. J'ai un ami qui est un milliardaire africain, panafricaniste, 200%. C'est pour ça qu'il est mon ami d'ailleurs, pas parce qu'il est milliardaire. Alors lui, il m'a révélé une chose qui prouve que les jeunesses africaines, contrairement à ce qu'on pense, ces jeunesses sont en train de faire l'Afrique, sont en train de transformer l'Afrique de l'intérieur. Mon ami a décidé d'investir sur l'intelligence artificielle. Il a mis 2 milliards de dollars. Il m'a dit le plus grand investissement panafricain sur l'intelligence artificielle, sur le cloud souverain et sur les data localization. Il dit, vous savez que même des chefs d'État africains confient leurs données à des clouds souverains étrangers. Donc il a construit un cloud souverain pour l'Afrique. Mais en faisant cela, il me dit, j'ai découvert qu'il y a 21 000 jeunes Africains ingénieurs pleinement investis dans la maîtrise de l'intelligence artificielle, du cloud souverain et des data localization. 21 000 jeunes. Il dit que ces jeunes passent leur temps à innover, à créer des solutions, à créer des applications. Et ils sont totalement inconnus, quasiment totalement inconnus de l'Afrique. C'est une tristesse. C'est notre force, ça. C'est notre présent. Et pourtant, ces jeunes, il faut qu'ils se sentent désirés, aimés, invités, attirés par leur pays pour qu'ils puissent venir prendre toute leur place. L'Afrique a des millions de jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses pour le continent si on leur donne une chance. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on relève le défi de la sécurité, le défi de l'agriculture. L'agriculture, beaucoup en parlent, mais moi j'ai eu la chance de vivre et de travailler, d'aimer, d'admirer, de respecter le plus grand agronome africain de sa génération, le professeur Moussa Seck, malheureusement décédé à cause du Covid, qui nous a laissé 5 tomes, dont 4 tomes sur les agropoles et les chaînes de valeur agricoles, plus un manuel de procédure pour chaque gouvernement africain qui accepte de révolutionner l'agriculture, de nourrir sa population et d'avoir une souveraineté alimentaire. Il a fait ce travail, Dieu nous l'a retiré, et Dieu a toujours ses raisons, et Dieu a toujours raison. Mais il a laissé un travail immense qui prouve que les Africains, là encore, à part le gâchis de la jeunesse, il y a le gâchis du potentiel de l'Afrique en matière d'agriculture. Pour lui, l'Afrique peut nourrir le monde. Pour lui, le Sénégal, rien que le Sénégal, peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Et il avait donné... Moussa Seck est un Sérère qui a grandi à Matam, dans son jeune âge. Il parlait un poulard châtié. Et ce Moussa Seck, il dit 2 agropoles au Sénégal peuvent nourrir tout le Sénégal. Une agropole à Matam, une agropole à Sédhiou. Et quand vous lui dites pourquoi Matam, il dit il y a le fleuve, il y a le phosphate, il y a parmi les meilleures terres du Sénégal. À Matam, il crée une ville agropole. C'est quoi une agropole? Tous les gouvernements du Sénégal, y compris le gouvernement dans lequel j'ai travaillé, Abdoulaye Wade, pendant 10 ans, presque. Tous les gouvernements du Sénégal ont compris, ont voulu, mais n'ont pas appliqué. Ce que Moussa Seck leur a expliqué. Une agropole, c'est une ville agricole, où vous avez une université agronomique, vous avez une usine de fabrication de matériel agricole, vous avez des banques de financement agricole, des banques de crédit agricole, tout tourne autour de l'agriculture. Et Moussa dit, je crée des agriculteurs modernes et des fermiers modernes. Il dit, quand des fermiers de Matam construisent des fermes et font des productions de masse qui peuvent être exportées jusqu'en Chine, partout dans le monde, il dit, ces fermiers
ils auront 3 ou 4 voitures, très belles voitures. Ils enverront leurs enfants dans les meilleures écoles du monde. Il dit en ce moment, c'est en ce moment seulement que vous pouvez dire aux jeunes, tournez-vous vers l'agriculture. Mais il dit quand vous prenez un paysan traditionnel, avec une daba, et avec des habits déchirés, vous le mettez en photo et vous dites aux jeunes, tournez vers l'agriculture, ça n'a pas de sens. Et Moussa Seck disait que l'arme alimentaire est plus redoutable que l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, c'est pour menacer les gens. L'arme alimentaire, c'est immédiat. Les Sérères ne peuvent pas rester un jour sans manger. Les Halpulaar, on peut rester 3 jours, mais 3 jours. Après, c'est fini, il faut manger. Donc, on a eu des émeutes de la faim un peu partout dans le monde. Il dit il faut faire manger votre population. Il dit nourrir sa population, c'est une question de dignité et une question de souveraineté. Au Sénégal, personne ne doit avoir faim.